Le vieux n'ose surtout pas venir ici. Je n'ai pas besoin de toi. Va juste mourir de vieillesse tout seul. Voilà le message que j'ai reçu de mon fils dans la nuit du 22 décembre. Cruel, cinglant, comme un seau d'eau glacée en pleine face de ce père âgé qui s'affairait à faire ses bagages et à emballer les cadeaux de la ferme pour se rendre en ville lui rendre visite. Les voisins qui passaient et me voyaient abasourdi me disaient « Ah, laissez tomber, les enfants grandissent et deviennent ingrats, n'insistez pas. » Mais je n'y croyais pas. Pas du tout. Mon fils, Mathieu, celui qui pleurait toutes les larmes de son corps quand je m'étais coupé la main, celui qui avait juré devant la tombe de sa mère qu'il me ferait griller la meilleure côte de bœuf pour Noël cette année, ne pouvait pas écrire ces mots pleins de haine. Quelque chose n'allait pas. Une odeur de mort s'échappait de ce téléphone. Et vous ne pouvez pas imaginer si cette nuit-là je m'étais vexé et que j'étais allé dormir. La seule chose qui m'aurait accueilli le lendemain matin aurait été le cadavre froid de mon fils, enchaîné dans la grange de la famille de sa propre femme. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé avant cet instant funeste. Quelques heures seulement avant que l'écran du téléphone ne s'allume, avec ces mots cruels, j'étais l'homme le plus heureux de cette région frontalière. Dehors, le vent d'hiver sifflait à travers les vieilles fissures de bois de la ferme. Mais dans la cuisine, mon cœur était chaud, comme si j'étais près de la cheminée. J'étais en train de cirer mes vieilles bottes en cuir de vache, mes bottes de guerre que je n'utilisais que pour les occasions les plus importantes. Sur la table, j'avais déjà disposé les cadeaux simples, mais pleins de vie. Une bouteille de vieux cognac que j'avais fait vieillir moi-même pendant 5 ans, un pot de confiture de pêche faite de mes mains et une écharpe en laine que j'avais maladroitement tricotée pour ma belle-fille, même si je savais qu'elle n'aimait jamais ces choses simples. Il y a 6 mois, Mathieu, mon fils, était venu rendre visite. Il m'avait serré par les épaules, les yeux brillants de fierté, et avait promis fermement « Mon vieux papa, ce Noël, tu dois monter à la capitale. Je vais te faire griller la meilleure pièce de boucher du monde. Nous allons installer le plus grand sapin du quartier. » Cette promesse était ce qui m'avait tenu en vie pendant 6 mois. Mathieu est un homme de parole. Il vaut de l'or. Il ne m'a jamais manqué, même pas pour la plus petite chose. Et puis le téléphone a vibré, ce message est apparu. Je l'ai lu 10 fois. Le vieux, je n'ai pas besoin de toi. Non, Mathieu ne m'aurait jamais appelé le vieux, comme ça, si sec et brutal. Il m'appelait toujours papa, chef ou mon vieux, mais avec ce ton moqueur et affectueux, et plus important encore. Mathieu détestait écrire des messages sans ponctuation. Il était très attentif à chaque lettre. Ce message était froid, mécanique, comme s'il avait été écrit par un étranger essayant de chasser un vieux chien errant. J'ai appelé immédiatement. Messagerie vocale. La 2e fois, messagerie vocale. Mon cœur a commencé à battre vite, non pas de colère mais de peur. J'ai appelé Laure. Ma belle-fille. Ça a sonné longtemps. Finalement, elle a répondu « Allô papa, c'est toi ?» La voix de Laure s'est fait entendre, mais elle n'était pas normale. Elle tremblait. Elle était essoufflée, comme si quelqu'un lui pointait un couteau dans le dos. « Laure, où est Mathieu? Pourquoi m'a-t-il envoyé un message me disant de ne pas venir? Je me prépare à aller à la gare. » ai-je demandé rapidement en essayant de garder mon calme. « Il dort. Oh non, nous sommes à l'aéroport. Nous partons pour les Antilles en urgence. Papa, il y a beaucoup de bruit. Ne viens pas, s'il te plaît. » Mathieu est très fatigué. Il ne veut pas parler. Elle mentait. Je savais qu'elle mentait. Derrière elle, je n'entendais pas les haut-parleurs de l'aéroport, ni l'agitation des touristes. Au lieu de cela, j'entendais de la musique qui grondait, les basses puissantes d'un rap de Kaira, cette musique qui glorifie les criminels, et que Mathieu détestait et interdisait strictement à la maison. Et entre la musique, j'entendais le rire fort d'un homme rauque et sauvage. « Raccroche, dis à ce vieux de dégager. Toi, toi, toi !» Elle m'a raccroché au nez abruptement. Je suis resté pétrifié au milieu de la cuisine, serrant le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le sang chaud m'a monté à la tête. Un père normal aurait peut-être haussé les épaules. Il aurait pensé que les enfants
avaient changé leur plan à la dernière minute, et il aurait rangé les bagages avec tristesse. Mais je ne suis pas un père normal. Je suis un homme qui a vécu toute sa vie dans cette terre rude. Je sens le danger dans l'air aussi clairement que l'odeur de la poudre. Partir en vacances? Fatigué? J'ai murmuré, fixant le vide. Non, mon soleil. Je sais où tu es, et je sais que vous n'êtes pas parti en vacances. J'ai pris ma vieille valise, j'ai enlevé quelques vêtements chauds. Au lieu de cela, je suis allé au tiroir. J'ai sorti mon couteau pliant avec un manche en chêne, mon compagnon inséparable depuis mon époque de bûcheron. La lame acérée brillait sous la lumière jaunâtre. Je l'ai mis profondément dans la poche intérieure de mon épaisse veste, juste à côté de ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai quitté ma maison, laissant derrière moi la fausse paix. Je n'allais pas dîner à Noël. J'allais chercher mon fils parce que mon instinct me disait qu'il était en danger de mort. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous écoutez dans les commentaires ci-dessous. J'étais assis recroquevillé sur le dernier siège du bus délabré qui couvrait l'itinéraire de nuit vers la ville. Dehors, la nuit était noire comme de l'encre, déchirée de temps en temps par les phares qui balayaient les arbres secs au bord de la route. Le vent hurlait, apportant le froid coupant des montagnes. Mais le froid extérieur n'était rien comparé à la tempête qui rugissait à l'intérieur de moi. On dit que quand on vieillit, les sens s'émoussent, la vue se brouille, l'ouïe défaille, les mains deviennent lentes. Mais il y a quelque chose qui ne vieillit jamais. Au contraire, il devient plus aigu avec les années, l'instinct d'un père. On appelle ça l'intuition viscérale. C'est comme quand un vieux loup sent l'orage avant que les nuages noirs n'arrivent, ou comme le cheval qui tremble avant que la terre ne bouge. Et ce soir, cette intuition viscérale hurlait dans ma tête. Mathieu est en danger. Cours, j'en cours. J'ai serré fort la valise usée sur mes genoux. À l'intérieur, la bouteille de cognac cliquetait contre le pot de confiture. J'ai tendu la main pour toucher la poche intérieure de ma veste épaisse. Mes doigts ont effleuré la surface froide et rugueuse du manche du couteau. C'était le couteau que j'avais utilisé pendant 40 ans. Depuis que j'étais un jeune bûcheron jusqu'à devenir un vieil homme solitaire à la ferme. La lame était usée, mais elle restait tranchante comme un rasoir, assez pour couper une corde, peler un fruit et, si nécessaire, assez pour protéger ma famille des bêtes sauvages. Je me suis souvenu de l'image de Mathieu quand il avait 7 ans. Ce jour-là, il y avait un gros orage, et notre vache s'était perdue dans les broussailles. J'avais pensé l'abandonner, mais Mathieu avait pleuré obstinément, insistant pour aller la chercher, car c'était la vache qu'il aimait le plus. Père et fils avons marché sous la pluie et le vent toute la nuit. Quand nous avons trouvé la vache coincée dans un ravin, Mathieu a sauté, utilisant ses petites mains, essayant de la soulever. Le garçon était couvert de boue, tremblant de froid, mais son regard avait une détermination étrange. Il était comme sa mère, la femme la plus noble, mais la plus courageuse que j'ai jamais connue. « Papa, je n'abandonnerai jamais notre famille », avait dit Mathieu, pendant que nous emmenions la vache au corral. Un garçon comme ça, un homme adulte ne pouvait pas envoyer un message chassant son père comme un mendiant. Pas possible, ça ne pouvait pas être lui. « Eh, patron, pourquoi ce visage inquiet ? Vous allez rendre visite à la famille pour les fêtes avec cette mine d'enterrement ?» Le chauffeur de bus m'a regardé à travers le rétroviseur, demandant fort. Il avait l'âge de Mathieu et mâchait du chewing-gum bruyamment. J'ai sursauté en essayant de forcer un sourire tordu. Ah oui, c'est juste que mon fils m'a dit qu'il avait une surprise. Je suis nerveux de savoir ce que c'est. C'est tout. Sûrement de bonnes nouvelles. Maintenant, les jeunes en ville gagnent bien leur vie. Sûrement qu'ils vont vous offrir une voiture ou un voyage. Il a ri aux éclats. Je suis resté silencieux, regardant par la fenêtre. Un voyage? Bien sûr, le message disait qu'il partait pour les Antilles, mais pourquoi le secret? Pourquoi la voix de ma belle-fille tremblait-elle comme ça? Et la musique, cette satanée musique continuait de me hanter. J'ai fermé les yeux, priant silencieusement Dieu. « Seigneur, protège mon garçon, s'il te plaît. S'il va bien, je t'offre le reste de ma vie en pénitence. Mais si quelqu'un ose toucher un cheveu de sa tête, pardonne-moi pour ce que je vais faire. » Le bus s'est enfoncé dans la nuit.
transportant un vieux père et une peur qui grandissait à chaque seconde, devenant une lourde pierre écrasant ma poitrine. Je suis arrivé en ville alors qu'il commençait déjà à faire nuit le 23 décembre. La ville brillait de lumière. Des sapins de Noël géants clignotaient sur les places. Les cloches de l'église sonnaient, annonçant une saison de paix. Mais tout cela ne faisait que me sentir plus perdu et seul. J'ai pris un vieux taxi pour aller dans la banlieue où Mathieu avait acheté une maison très décente à 2 étages il y a 3 ans. C'était la plus grande fierté de sa vie. Il travaillait comme un mulet en heures supplémentaires, jour et nuit, dans la compagnie de transport, pour avoir ce foyer. « Nous sommes arrivés, patron. Le quartier est agréable », a dit le chauffeur de taxi, ralentissant. J'ai regardé dehors. Oui, c'était le quartier de Mathieu. Les maisons autour étaient décorées luxueusement. La maison du voisin de gauche était pleine de lumière LED en forme de reine. La maison de la veuve à droite avait un Père Noël gonflable géant qui saluait. Mais la maison de mon fils était différente. Elle était complètement sombre, sans lumière clignotante, sans couronne sur la porte. La maison crème à 2 étages se tenait imposante, froide et séparée de la joie autour d'elle. Les rideaux du 1er et du 2e étage étaient hermétiquement fermés, comme si ses propriétaires voulaient cacher tous les secrets à l'intérieur. Mais ce qui m'a donné des frissons, ce n'était pas l'obscurité, mais ce qui était garé dans la cour. L'allée de Mathieu, où il garait habituellement sa berline argentée impeccable, était maintenant envahie par 3 énormes 4x4 d'un noir d'encre, avec des vitres fumées sombres. On ne voyait rien à l'intérieur. La carrosserie était tachée de boue rouge, ce genre de boue que l'on ne trouve que sur les chemins de terre de la frontière où circulent les contrebandiers. Ils étaient garés brutalement, écrasant la pelouse verte que Mathieu entretenait chaque week-end. Et puis je l'ai entendu. Quand je suis sorti du taxi, j'ai payé et je me suis tenu devant le portail en fer. La musique grondait de l'intérieur de la maison. Ce n'était pas « douce nuit ». Ce n'était pas « vive le vent ». C'étaient des trompettes stridentes, des basses accélérées et la voix nasillarde d'une chanson de rap de voyous. J'ai franchi la frontière, avec les paquets blancs, le flingue à la ceinture et le sac plein de liquide. Celui qui me barre la route, je lui offre le plomb. Les paroles pleines de violence et de vantardise me frappèrent les oreilles comme des gifles. Mathieu détestait cette musique. Il m'avait dit « Papa, cette musique est un poison. Elle célèbre le mal. » Dans ma maison, on ne passera jamais de chansons qui louent les criminels. Et pourtant, maintenant, sa propre maison vibrait avec ce son sale. Je suis resté figé devant le portail. Le vent froid me frappait le visage, mais une sueur froide coulait dans ma nuque. L'inquiétude d'il y a un moment était devenue une certitude absolue. Ce n'était pas un voyage rapide. C'était une invasion. Je me suis approché, essayant de regarder à travers une petite fissure entre les 2 rideaux du salon. La lumière jaune de l'intérieur filtrait. J'ai plissé les yeux, le cœur battant à toute vitesse. La scène à l'intérieur m'a glacé le sang, puis l'a fait bouillir de rage. Dans le salon, sur le canapé en cuir italien marron que Mathieu soignait comme de l'or, étaient assis ses beaux-parents, affalés. Le beau-père, le visage rouge, buvant l'alcool cher de mon fils directement à la bouteille. La belle-mère, une femme enveloppée avec le visage plein de maquillage, riait aux éclats avec une longue cigarette à la main, laissant tomber la cendre sur le tapis de laine blanc. Mais celui qui a le plus attiré mon attention, ce n'était pas eux. C'était un type inconnu, assis les pieds sur la table basse. Il avait environ 30 ans, le crâne rasé avec une chaîne en or sur son cou épais comme une chaîne de chien. Il portait un débardeur montrant un tatouage de scorpion noir qui montait du biceps au cou. Il utilisait le couteau à fruits de Mathieu pour se nettoyer les ongles pendant qu'il riait, disant quelque chose qui faisait célébrer toute la belle famille. Je l'ai reconnu. Bien que je ne l'ai jamais vu en personne, j'avais vu sa photo une fois quand Mathieu avait soupiré et me l'avait montré. Le Cyclope. Bien qu'il ait les 2 yeux, le surnom faisait référence à son âme défectueuse. C'était le frère de Laure, celui que Mathieu avait mentionné. Ce type est une catastrophe.
Il est mêlé à la pègre. Je lui ai interdit de se tenir dans cette maison. Alors que faisait-il ici? Pourquoi la famille de la femme faisait-elle la fête dans la maison de mon fils alors qu'il n'était pas là? Et le plus important, où était Mathieu? J'ai fait un pas en arrière, me cachant dans l'ombre du vieux chêne devant le portail. J'avais besoin de confirmer, j'avais besoin de voir ma belle-fille. J'ai respiré profondément, essayant de calmer mon cœur. Il battait sauvagement. J'ai ajusté mon col de chemise, lissé le bord de la veste qui cachait le couteau, et je suis sorti des ombres. J'ai sonné à la porte. Ding, dong. La sonnette a retenti clairement, mais a semblé être avalée par le bruit de la musique à l'intérieur. J'ai sonné à nouveau, cette fois, laissant mon doigt appuyer plus longtemps. À l'intérieur, la musique a baissé brusquement. J'ai entendu des pas pressés, des chuchotements. « Qui est-ce » J'ai dit que nous ne voulions pas de visite. La voix de cheval de l'homme a résonné. « Laisse-moi voir, sûrement que c'est la pizza. » Une voix de femme s'est fait entendre. C'était Laure. La lourde porte en bois s'est ouverte légèrement. Laure est apparue. Elle portait une fine chemise de nuit en soie, avec un gilet mal mis par-dessus. Son visage était fortement maquillé, mais elle ne pouvait pas cacher à quel point elle était décharnée, ni les cernes profonds sous ses yeux. Quand elle m'a vu debout là, portant mon sac de cadeaux de la ferme, la couleur a fui son visage. Elle est restée paralysée, comme une statue, tenant fermement le bord de la porte. Ses lèvres tremblaient, mais aucune voix n'en sortait. « Jean !» Elle a chuchoté si doucement que le vent a presque emporté le mot. J'ai regardé droit dans les yeux de ma belle-fille, cherchant un peu de chaleur, un peu d'accueil, mais il n'y avait rien. Dans ses yeux, il n'y avait que de la pure terreur. « Bonjour, ma fille. »« Laure » ai-je dit d'une voix grave, en essayant de paraître calme. « Je suis là. Vous ne m'avez pas répondu. Je me suis inquiété. J'ai agrippé le montant, j'ai essayé de faire un pas en avant, mais Laure a reculé rapidement, bloquant le passage avec son autre main sur la porte. « Papa, pourquoi es-tu venu? Je t'avais déjà envoyé un message. Nous sommes à l'aéroport. Oh non, nous avons annulé le vol, mais Mathieu dort. Il est très fatigué. » Les mensonges maladroits et désordonnés sortaient de sa bouche. Quelque chose sur l'aéroport, quelque chose sur le sommeil. Elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. Laure. Je l'ai coupée sèchement avec un regard froid. Tu dis que Mathieu dort. Alors, quelle est cette musique? Et à qui sont ces 4x4 dehors? Pourquoi tes parents et ton frère sont-ils dans la maison si ton mari est malade? Laure a sursauté. Elle a regardé en arrière avec peur. Juste à ce moment-là, le cyclope est sorti dans le couloir. Il avait une bière à la main, le visage rouge par l'alcool. Il m'a regardé de haut en bas avec mépris, et il a souri d'un air moqueur, montrant des dents tachées de fumée. « C'est qui, ma sœur? »« Ah, le vieux paysan du ranch. » Il a avancé, puis s'est tenu de manière imposante, juste derrière Laure, soufflant toute l'odeur d'alcool sur mon visage. « Hé, le vieux, tu t'es trompé de maison. Personne n'achète de légumes ici. Dégage !» J'ai serré le poing. La rage s'est allumée dans ma poitrine comme du feu. Je suis venu voir mon fils. « Bouge. Ton fils ne veut pas te voir. Il en a marre de ton odeur de bouse de vache. » Le cyclope a ri, puis s'est tourné pour crier sur Laure. « Qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte. Chasse-le ou je ne réponds plus de rien. » Laure a tremblé. J'ai clairement vu sur son poignet, là où la manche du gilet était un peu remontée, quelques ecchymoses, des marques de doigts qui avaient serré fort. « Papa, va-t'en. »« S'il te plaît, » a dit Laure, les yeux se remplissant de larmes. Elle m'a regardé d'un air suppliant. « S'il te plaît, va-t'en. Mathieu va bien. Demain. »« Demain, je lui dirai de t'appeler, va-t'en. » Laure. « Où est mon fils ?» ai-je rugi, essayant de pousser la porte pour entrer. « Mais pardonne-moi, papa. » Clac. La porte s'est fermée violemment sur mon visage. Le bruit du verrou a retenti à la hâte. Je suis resté là, seul, au milieu de la nuit glaciale. À l'intérieur, le rire du cyclope a retenti à nouveau, accompagné du rap de Kaira, à plein volume.
comme pour étouffer mes coups sur la porte et se moquer de l'impuissance d'un vieil homme. Il pense qu'une porte en bois va m'arrêter. Il pense que je vais retourner à la gare en pleurant. Il se trompe lourdement. Imbécile! J'ai fait quelques pas en arrière. J'ai regardé vers la fenêtre du 2e étage, la chambre de Mathieu et de sa femme, toute sombre, sans signe de vie. Je me suis baissé, faisant semblant de ramasser ma valise, et j'ai marché vers le portail comme si j'avais renoncé. J'ai marché jusqu'à me perdre derrière les chênes, attendant jusqu'à ce que je sois sûr que personne ne regardait par la fenêtre. Puis j'ai jeté la lourde valise dans les buissons. Je n'ai gardé que le couteau dans ma poche. J'ai relevé ma capuche pour me couvrir la tête, et collé à l'ombre du mur de pierre, j'ai contourné l'arrière de la maison. S'il ne m'ouvre pas par la voie facile, j'entrerai par la voie difficile, et je ne vais plus sonner. Le jardin arrière de la maison de Mathieu était autrefois l'endroit le plus paisible du monde. Je me souviens que chaque fois que je venais, nous taillions les rosiers ensemble. Nous prenions soin de la pelouse verte. Mathieu aimait ce jardin. Il disait que c'était le seul endroit où il se sentait capable de respirer dans la ville bruyante. Mais cette nuit, ce jardin ressemblait à un champ de bataille désolé. J'ai sauté par-dessus la clôture basse en bois dans le coin. Mes genoux me faisaient mal à cause de l'arthrite de la vieillesse, mais je me suis retenu sans faire de bruit. La lune décroissante éclairait faiblement la scène devant moi et mon âme a été écrasée. Les précieux rosiers de Mathieu avaient été piétinés sans merci. La pelouse verte était maintenant pleine de profondes traces de pneus. La terre labourée. Tout s'est transformé en une fosse de boue. Clairement, ces 4x4 étaient entrés jusqu'ici, non pas pour voir le paysage, mais pour charger quelque chose de très lourd. J'ai retenu ma respiration, avançant doucement comme un vieux chat parmi les buissons. Le vent de la nuit soufflait plus fort ici, apportant une odeur d'humidité, une forte odeur d'essence et une odeur de pourriture. Je me suis collé au mur de la maison, avançant vers le vieux cabanon dans le coin du jardin. Ce cabanon, Mathieu l'avait construit juste pour ranger la tondeuse et divers outils. Il était fait de bois de pin, simple et un peu tordu. Mathieu plaisantait. Cette cabane va tomber avec un coup de pied. Mais en m'approchant, j'ai remarqué un changement étrange. La porte en bois pourri du cabanon était maintenant renforcée avec 2 barres de fer en travers, et sur le loquet lâche d'avant pendait maintenant un cadenas neuf, gros comme le poing, brillant sous la lune. Pourquoi verrouiller une petite pièce qui contient des pelles et des pioches avec un cadenas aussi cher? Mon intuition viscérale m'a crié plus fort que jamais. Mes mains tremblantes ont touché le bois froid. J'ai mis mon oreille à la fissure entre les planches de pin. Silence total à l'intérieur. Pourrais-je me tromper? Me suis-je demandé, transpirant abondamment, même s'il faisait froid. Se pourrait-il qu'il cache de la contrebande ici? J'allais me retirer pour chercher une autre façon d'entrer dans la maison principale. Mais juste à ce moment-là, quelque chose a sonné. Clic, clic. C'était du métal qui s'entrechoquait. Le bruit de chaînes. Il venait de l'intérieur. Il sonnait lourd et fatigué. J'ai figé. Un gémissement a suivi, pas d'un animal blessé. C'était le gémissement d'une personne, un gémissement réprimé, faible, brisé, comme s'il venait de la poitrine de quelqu'un qui mourait sans force. Ah, ah, de l'eau. Le murmure est sorti. Venu si doucement que si je n'avais pas eu l'oreille collée, j'aurais pensé que c'était le vent. Mais j'ai reconnu cette voix, bien qu'elle soit rauque, déformée par la douleur, je l'ai reconnue. C'était la voix qui m'avait appelé papa pendant 30 ans. Mathieu, ai-je chuchoté d'une voix brisée, les lèvres pressées contre le bois. Mathieu, c'est toi, mon fils. Le gémissement à l'intérieur s'est arrêté. Le silence a duré 3 secondes. Mais pour moi, c'était un siècle. Puis un son a répondu, un léger coup sur le bois. Toc, toc, et puis un sanglot. Le cri d'un enfant retrouvant sa mère. Le cri du désespoir, trouvant l'espoir. Papa, mon papa. Le monde s'est écroulé sur moi. Mon fils, il n'est pas parti pour les Antilles. Il ne dormait pas dans un lit chaud.
Il était ici, dans ce cabanon sale et glacial, à quelques mètres de sa propre maison, où les envahisseurs mangeaient et buvaient à leur aise. Les larmes ont jailli dans mes vieux yeux chauds, mais se sont immédiatement séchées, laissant place à quelque chose de plus terrifiant, la fureur. J'ai reculé, regardant l'énorme cadenas qui emprisonnait mon fils. J'ai touché ma poche, agrippant le manche en chaîne. Cette nuit, il n'y aura pas de douce nuit. Cette nuit, le diable va devoir affronter un père. Je me suis tenu devant la porte du cabanon, tremblant, non pas du froid qui me glaçait les os, mais du son brisé venant de l'intérieur. La voix de mon fils, le cri au secours d'un animal piégé. Je devais entrer maintenant, mais ce cadenas brillant me regardait d'un air moqueur comme un œil de diable. J'ai touché le couteau dans ma poche. Non, ça c'est pour couper une corde ou pour l'autodéfense. Ça ne peut pas ouvrir un cadenas en acier renforcé. J'ai regardé autour de moi dans l'obscurité de la lune. Dans ce coin du jardin, Mathieu laissait toujours un désordre. Elle était là. Sous l'épaisse bougainvillée, j'ai vu une barre de fer rouillée, peut-être une partie d'une vieille corde à linge cassée. Elle mesurait un demi-mètre avec une pointe plate. Je l'ai saisie, sentant le froid du métal dans ma main calleuse. Je suis retourné à la porte. Je n'ai pas essayé de casser le cadenas. Il était trop dur. Au lieu de cela, j'ai visé le loquet. Mathieu a fait ce cabanon avec du bois bon marché, et après plusieurs pluies, il était déjà à moitié pourri. J'ai mis la pointe de la barre entre le loquet métallique et la porte en bois. J'ai pris une profonde inspiration, concentrant toute la force d'un homme qui a porté du bois toute sa vie dans mon bras droit. « Ouvre-toi ou je te déchire, toi !» j'ai sifflé entre mes dents. Crac ! Le bois s'est cassé sèchement. Le loquet a sauté, emportant un morceau de bois pourri avec lui. La porte s'est ouverte légèrement, gémissant sur les charnières sans huile. J'ai retenu ma respiration. Est-ce que le bruit a alerté ceux qui étaient dans la maison? J'ai regardé vers la maison principale. Le rap de Kaira continuait de gronder. Les rires continuaient. Peut-être que Dieu utilisait ces sons sales pour me couvrir. Je me suis glissé à l'intérieur du cabanon et j'ai refermé la porte derrière moi. L'obscurité à l'intérieur était épaisse, lourde. Mais ce qui m'a frappé en premier, ce n'était pas l'obscurité, mais l'odeur. Un horrible mélange qui m'a tourné l'estomac. Odeur de bois pourri, forte odeur d'urine ancienne et cachée quelque part là. L'odeur métallique de sang séché et d'antiseptique bon marché. Tremblant, j'ai sorti mon téléphone. J'ai allumé la lampe de poche. La lumière blanche et froide a balayé la petite pièce en désordre. Des sacs d'engrais déchirés, de vieilles tondeuses traînant, et puis la lumière s'est arrêtée dans le coin où se trouvait le poteau principal du cabanon. Mon cœur s'est arrêté. Mathieu, mon fils grand et fort, la fierté de notre nom de famille, était allongé là, recroquevillé sur le sol froid et sale. Il ne portait qu'un short déchiré, sa peau violette par le froid. Il avait les mains attachées derrière le dos, au poteau avec de la corde rugueuse, mais le pire était sa jambe droite. Une épaisse chaîne de fer, du genre pour chien vicieux, serrait sa cheville droite, l'autre extrémité accrochée à un œillet, cloué dans le béton. La cheville était enflée au double de sa taille, noire et violette. Le tibia était tordu à un angle grotesque et non naturel. Il lui avait brisé la jambe, et il l'avait laissé comme ça, sans attelle, sans bandage, seulement avec du sang séché collé à sa peau. Mathieu. Ma voix brisée m'a échappé. Cette figure recroquevillée a sursauté. Il a levé la tête, plissant les yeux à la lumière. Son visage était décharné. Sa barbe poussée, un œil enflé qu'il ne pouvait pas ouvrir. Ses lèvres fendillées, blanches. Quand il m'a reconnu, le bon œil s'est ouvert énormément, plein de terreur au lieu de joie. « Papa !» a-t-il chuchoté d'une voix rauque comme le vent dans une cheminée. « Éteins, éteins la lumière, papa !» Cours, je ne l'ai pas écouté, je me suis jeté à ses côtés, tombant à genoux sur la terre froide. J'ai serré son visage plein d'ecchymoses, mes larmes chaudes tombant sur ses joues. Mon Dieu, mon fils, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mon fils, qui t'a fait ça? Mathieu tremblait dans mes bras, non pas de froid, mais de peur.
Il a essayé de me repousser avec sa petite force. Tu ne peux pas être ici. Le cyclope. Il a un pistolet. Il va te tuer. Va-t'en. Papa, je ne vais nulle part. Ai-je dit fermement, enlevant ma veste épaisse pour le couvrir. Je suis ici. Personne ne va tuer personne. Je vais te sortir de cet enfer. J'ai touché sa jambe cassée. Mathieu a laissé échapper un gémissement de douleur, se recroquevillant. La rage a explosé en moi, brûlant toute peur. J'ai regardé la chaîne, puis le visage détruit de mon fils. Ce n'est pas de la violence domestique, c'est de la torture. C'est l'œuvre de démons, et cette nuit, ce démon va payer. Papa, pardonne-moi, a pleuré Mathieu, les larmes se mélangeant à la saleté de son visage. Il a reposé sa tête sur mon épaule, faible comme un petit enfant. J'ai promis de te faire griller de la viande, et regarde-moi, allongé comme un chien. Ne parle plus, mon fils. J'ai caressé sa tête, sentant les bosses sur son crâne. Dis-moi pourquoi la famille de ta femme a-t-elle fait ça? Où est Laure? Est-ce qu'elle sait? À la mention de Laure, Mathieu est devenu rigide. Une douleur différente, plus profonde que la douleur physique, est apparue dans ses yeux. Laure, a-t-il murmuré amèrement. Elle sait. Elle est restée à regarder, papa. Elle a vu comment ils m'ont battu. J'ai figé. Laure, la belle-fille, qui m'appelait toujours papa, beau-père, la fille que je pensais bonne. Mathieu respirait avec difficulté et a commencé à compter chaque mot comme un coup de couteau dans mon cœur. La semaine dernière, je suis descendu au garage pour vérifier les 4x4. Tu sais, ma compagnie de transport. Dernièrement, il y avait des voyages de nuit. Il m'a semblé étrange de voir le cyclope rôder. Ah, il ne travaille pas pour moi. Mathieu a avalé sa salive. Sa gorge était sèche. Rapidement, j'ai ouvert ma bouteille d'eau, lui donnant à boire. Petit à petit, je suis entré dans l'entrepôt arrière sans qu'il me voie. J'ai vu mon beau-père, Franck, et le cyclope enlever les pneus de rechange des camions à l'intérieur. À l'intérieur, c'était plein de paquets blancs. Papa, des kilos et des kilos de cristal. Sainte Vierge, ai-je chuchoté en me signant. Je leur ai crié dessus. Je leur ai dit que j'allais appeler la police. J'allais sortir mon portable. La voix de Mathieu s'est cassée, mais je ne m'attendais pas à ce que Franck, mon beau-père, me frappe avec une clé à molette par derrière. J'ai perdu connaissance. J'ai serré les dents, fermant mon poing. Le beau-père battant le gendre pour protéger la drogue. Ce monde est fou. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà ici, ligoté. Le cyclope était devant avec une batte de baseball. Mathieu a regardé ses jambes, frissonnant. Il riait. Il m'a dit « Tu aimes appeler la police. Je vais t'apprendre à marcher prudemment. » Et puis il m'a brisé la jambe. « Papa, ça fait très mal. » J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé à nouveau à cause de la douleur. Maudit fils de... ai-je juré en pleurant de rage. Ils ont pris mon portable. Ils m'ont forcé à le déverrouiller. C'est le cyclope qui t'a envoyé le message. Il a dit que si je ne lui donnais pas le mot de passe, il tuerait Laure. Il a menacé de te tuer. Mathieu m'a regardé avec des yeux gonflés. J'avais très peur, papa. Peur qu'il te fasse quelque chose. C'est pourquoi je leur ai donné le code. Et Laure, qu'a-t-elle fait? Il a pleuré. Elle a supplié son père, mais il l'a giflé. Il lui a dit « Tu veux bien vivre ou tu veux que toute la famille aille en prison ?» Et juste comme ça, elle est restée silencieuse. Elle a choisi sa famille. Papa, elle m'a laissé allongé ici. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. La trahison, ce poison tue plus vite que les balles. Ils n'ont pas seulement cassé la jambe de mon fils, ils ont brisé sa confiance et son cœur. Que veulent-ils de toi? Pourquoi ne te tuent-ils pas simplement? Ai-je demandé, bien que je craignais la réponse. Mathieu m'a regardé avec obscurité. S'il me tue, la police enquête. La compagnie est à mon nom. Ils ont besoin de la compagnie pour blanchir l'argent, pour déplacer la cargaison. Ils ont besoin de moi vivant, mais vivant comme un zombie. Il a pointé le coin sombre du cabanon où il y avait une petite table en bois. « Regarde, papa. Regarde ce qu'ils vont me faire ce soir. » J'ai dirigé la lumière là-bas et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Sur la table pourrie, à côté d'une bouteille vide, se trouvait un plateau métallique brillant. À l'intérieur, il y avait un petit sachet de poudre blanche,
une cuillère en métal brûlée par-dessous, un briquet et une nouvelle seringue médicale dans son emballage, quitte pour s'injecter de la drogue. J'ai fixé ces choses, étourdi. Je suis de la ferme. Je ne connais pas grand-chose à ces choses du diable, mais je comprends à quoi elles servent. Ils pensent, ai-je bégayé. Ils vont m'injecter, papa, a dit Mathieu désespérément. Le cyclope a dit que puisque c'est la veille de Noël, il va me faire un petit cadeau. Il veut faire de moi un toxicomane. Il veut me transformer en un animal qui mendie de la drogue à ses pieds. Les larmes de Mathieu sont sorties à nouveau. Papa, si je deviens toxicomane, ma parole devant la loi ne vaut rien. La police me verra comme un drogué paranoïaque accusant sa belle famille décente. Ils vont me contrôler avec la drogue. Je vais tout perdre. La compagnie, mon honneur, ma vie. J'ai regardé mon fils, un ingénieur, un homme sain et intelligent sur le point d'être transformé en esclave de ce poison. Le plan n'était pas seulement cruel, il était parfait d'une manière terrifiante. Tuer quelqu'un nécessite de cacher le corps, mais tuer l'âme de quelqu'un leur permet de continuer à utiliser le corps pour gagner de l'argent. Non, ai-je dit, baissant la voix, froide et dure. Je me suis levé, me tournant pour voir mon fils. Il n'y aura pas d'injection. Personne ne va faire de toi un toxicomane. Tu ne comprends pas. Le cyclope arrive. Il a dit qu'il finirait la bouteille et viendrait s'occuper de moi. Tu dois partir maintenant. Clic. Un bruit à la porte du cabanon a coupé Mathieu. Nous avons tous deux sursauté. Le loquet extérieur a sonné. Des pas lourds sur l'herbe sèche et le fredonnement ivre de quelqu'un. Joyeux Noël à mon cher beau-frère. C'était la voix du cyclope. Il arrivait. J'ai regardé la chaîne de Mathieu. Il n'y avait pas de temps pour la casser. J'ai cherché une arme, la barre rouillée prête et le couteau dans ma poche. « Papa, cache-toi » a chuchoté Mathieu en panique. « Derrière ces sacs. Vite !» J'ai regardé mon fils, puis la porte qui vibrait. Je savais que je ne pouvais pas me cacher. Si je me cachais, il injecterait Mathieu devant mes yeux. Hors de question. Je n'allais pas permettre ça. J'ai éteint la lampe de poche. Je l'ai rangée. J'ai reculé, me collant à l'obscurité juste derrière la porte, la main droite agrippant la barre, la main gauche sur le couteau. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Je suis un homme de 70 ans, avec de l'arthrite, des yeux fatigués. Lui est un taureau de 30 ans, brutal et armé. Combat injuste. Mais j'ai deux choses qu'il n'a pas, la surprise et l'instinct d'un vieux loup acculé défendant son petit. La porte a éclaté. La lune est entrée, dessinant l'ombre d'un homme fort sur le sol. L'odeur d'alcool est entrée d'un coup. Le cyclope est entré dans le cabanon, bouteille à moitié ivre dans la main droite, pistolet noir dans la gauche. Il n'a pas allumé la lumière, peut-être par confiance, ou parce qu'il aimait jouir de la peur de sa victime dans le noir. Il a trébuché, des pas tordus et ivre. « Voyons voir, beau-frère », a-t-il bégayé ces mots d'un air moqueur. « Tiens, je t'apporte ta médecine, prêt à voler au ciel ». Il a avancé vers Mathieu, mon fils a reculé, regardant le pistolet. « Non, s'il te plaît, Richard. » Mathieu a supplié, gagnant du temps. « Ne m'appelle pas Richard, appelle-moi patron. » Il a ri, levant la bouteille pour une autre gorgée. À ce moment-là, quand il a jeté la tête en arrière, laissant sa gorge exposée et baissant sa garde, je suis sorti de l'ombre derrière la porte. Je n'ai pas crié. Les vieux hommes rusés ne crient pas quand ils attaquent. J'ai mis tout mon poids et ma haine dans la barre rouillée. Vlac! La barre a frappé sèchement sur son poignet armé. Un craquement sec a retenti. Il a hurlé de douleur. Le pistolet a volé de sa main, glissant sur le béton dans l'obscurité. Qu'est-ce que... Il s'est retourné, les yeux exorbités de surprise. Il m'a vu, un vieil homme aux cheveux blancs, les yeux de feu, la barre à la main. Toi, je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai lancé le deuxième coup sur son genou. Mais le cyclope, bien qu'ivre, savait se battre dans la rue. Il a reculé par réflexe. La barre n'a fait qu'effleurer sa cuisse. Il a rugi, me lançant la bouteille au visage. J'ai esquivé. La bouteille s'est écrasée sur le poteau, le verre volant. Profitant du fait que j'ai bougé, il m'a chargé comme un taureau.
l'a poussé, m'a envoyé contre les sacs. Ma poitrine m'a fait mal comme si j'avais été frappé par un marteau. J'ai lâché la barre. « Vieille ordure, je vais te tuer !» Le cyclope a hurlé, lançant un coup de poing à mon visage. Il m'a frappé à la pommette. J'ai vu des étoiles, goût de sang dans ma bouche. Il s'est jeté sur moi, les mains à mon cou, des doigts gros et rugueux serrant ma gorge. Je ne pouvais pas respirer. Ma vision s'obscurcissait. « Papa, non !» a crié Mathieu, tirant inutilement sur la chaîne. J'ai vu le visage déformé du cyclope collé au mien. Il riait, sourire de diable. Il pensait qu'il avait déjà gagné. Il pensait que la jeunesse écrasait la vieillesse. Mais il a oublié quelque chose. Je suis un fermier. J'ai eu affaire à des taureaux et à des bûches toute ma vie, et j'ai un atout dans ma manche. Ma main droite a cherché dans la poche. Mes doigts ont touché le manche en chaîne. Clic. Le couteau s'est ouvert. Je n'ai pas poignardé sauvagement. Je me suis souvenu comment je tuais les poulets et comment je saignais les sangliers. J'avais besoin d'un point faible. Avec mes dernières forces, j'ai plongé le couteau dans sa cuisse, juste dans l'aine où passe l'artère. Slatch. Le cyclope a laissé échapper un cri de terreur qui a brisé la nuit. Il a lâché mon cou, agrippant sa jambe. Le sang a commencé à jaillir, chaud, me mouillant partout. Je l'ai poussé. J'ai roulé sur le côté, toussant, cherchant de l'air. Il a essayé de se lever, les yeux pâles, exorbités. Il cherchait le pistolet. Le flingue. « Où est-il » a-t-il gémi. J'ai aussi vu le pistolet. Il était à 1 mètre de Mathieu. « Mathieu, le pistolet » ai-je crié. Mathieu, malgré la douleur, a tendu la main agrippant l'arme avec ses mains attachées. Il a visé le cyclope, tremblant. « Gèle, gèle, espèce de bâtard !» a crié Mathieu. Le cyclope a figé. Il a vu le canon noir, puis sa blessure qui saignait. La bravoure l'a quitté, laissant place à la peur, lâche et pure. « Non, ne tire pas, beau-frère, c'était une blague !» a-t-il bégayé, levant les mains. Je me suis levé avec difficulté. J'ai attrapé la barre. Je me suis approché et je lui ai donné un coup fort à la nuque. Bam! Le cyclope a roulé des yeux en arrière et est tombé comme un sac de pommes de terre, inconscient. Je suis resté là, haletant. Tout me faisait mal, couvert de sang d'autrui, mais je n'ai pas ressenti de dégoût. J'ai ressenti du plaisir. « C'est fait », ai-je dit à Mathieu. « Allons-y, mon fils. » Il n'y avait pas de temps pour se reposer. Le cri du cyclope a sûrement alerté ceux qui étaient dans la maison. Le rap de Caillera s'est arrêté. J'ai entendu des cris venant de la maison. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Richard !» La voix de Franck a grondé. J'ai juré. J'ai vérifié les poches du cyclope. Clé, Dieu merci. Un porte-clés avec le logo Ford. C'était pour un des 4x4. Je suis retourné vers Mathieu. Le problème était la chaîne. Je n'avais pas la clé du cadenas. « Papa, comment je fais? Je suis enchaîné. » Mathieu a regardé sa cheville désespérément. J'ai regardé l'œillet dans le béton. Il était ferme, mais la chaîne tenait l'œillet, avec une manille en U, avec une vis. « Passe-moi la clé à molette là-bas. » J'ai pointé du doigt. Mathieu a rampé pour la clé à molette rouillée. J'ai tourné l'écrou. C'était dur à cause de la rouille. « Vite, papa, ils arrivent. » J'ai pressé Mathieu, regardant la porte. J'ai serré les dents, utilisant toute ma force. Je me suis écorché la main, saignant. Grrr. L'écrou a tourné un peu. J'ai continué. Finalement, il s'est desserré. J'ai enlevé la manille. La chaîne s'est détachée du sol, mais est restée sur la cheville de Mathieu. Tant pis, on y va comme ça. Allons-y. J'ai aidé Mathieu à se lever. Il a gémi quand la jambe cassée a touché le sol. Appuie-toi sur moi. Saute, tiens bon, ai-je ordonné. Nous avons quitté le cabanon, trébuchant comme des ivrognes. En sortant dans le patio, une lumière puissante du porche arrière nous a aveuglés. « Arrêtez-vous là !» a crié Franck. Il était à la porte arrière avec un fusil à double canon. À côté de lui, la belle-mère et Laure se couvrirent la bouche. « Tue-le, le vieux, il a tué mon frère !» a hurlé la belle-mère. « Papa, non !» a crié Laure faiblement. Bang! Le tir a touché la terre à mes pieds, éclaboussant de la boue. Le vieux tirait pour tuer. Il était prêt à tuer son gendre pour le faire taire. « Cours !» ai-je crié, tirant Mathieu vers la clôture latérale. Raccourci vers l'avant.
Nous avons roulé à travers les buissons, vêtements déchirés. Un autre tir, brisant des branches au-dessus de nous. Nous avons atteint l'avant. Les 3-4x4 étaient toujours là. J'ai appuyé sur le bouton de la clé. Celui du milieu a clignoté. Monte vite. J'ai poussé Mathieu sur le siège passager, jetant sa jambe cassée sans délicatesse car il n'y avait pas de temps. J'ai sauté au volant, fermant la porte violemment. Franck était déjà arrivé, visant le pare-brise. « Sors ! Je vais vous faire sauter la tête !» a-t-il crié, rouge comme un coq de combat. Je l'ai regardé dans les yeux à travers la vitre. J'ai mis la clé, j'ai tourné. Le moteur V8 a rugi comme une bête. « On va voir si ton fusil est plus rapide que mon 4x4 » ai-je murmuré. J'ai mis la vitesse. J'ai appuyé à fond. Le 4x4 a sauté droit vers lui. Le vieux a sauté, effrayé sur le côté, tombant au sol. Le fusil a volé. Le 4x4 a percuté le portail en fer. Bruit de ferraille qui s'écrase. Crash. Énorme. Le portail a volé dans la rue. J'ai fait un écart vers la gauche, pneus crissant sur l'asphalte froid. Nous nous sommes lancés dans l'obscurité, laissant derrière nous la maison de l'enfer, les cris et la trahison. J'ai regardé Mathieu. Il haletait, pâle, transpirant, froid, tenant sa jambe cassée avec la chaîne qui pendait. « On a réussi, papa. Personne ne nous suivait. Peut-être qu'ils étaient occupés avec le cyclope qui saignait à mort. »« Pas encore, mon fils, » ai-je dit, les yeux fixés sur la route sombre. « La guerre ne fait que commencer. Mais ce soir, nous avons gagné. » J'ai serré la main froide de mon fils, la main calleuse du père et la main tremblante du fils. Le Ford F-150 noir que j'ai volé a couru comme une bête possédée sur l'autoroute déserte. Le moteur V8 rugissait, dévorant chaque mètre d'asphalte froid sous les phares qui coupaient la nuit. Je n'ai pas osé ralentir, même un peu. Dans le rétroviseur, l'obscurité semblait vouloir sauter pour nous avaler tous les deux. Je m'attendais à voir des lumières de poursuite, des sirènes ou à entendre des coups de feu. Mais derrière, il n'y avait qu'un silence de tombe. Sur le siège passager, Mathieu s'éteignait. Sa jambe cassée était sur le tableau de bord, la chaîne de fer toujours serrée autour de la cheville, enflée et violette. Eux vibrant à chaque bosse du 4x4. Le sang des plaies ouvertes commençait déjà à sécher, collant aux revêtements en cuir chair. « Mon fils Mathieu, ne dors pas. Parle-moi » ai-je crié, agrippant le volant de ma main droite et tapotant sa joue de ma main gauche. Mathieu a entrouvert les yeux, son regard perdu, absent par la douleur et le choc. « Papa, j'ai froid, j'ai très sommeil. Ne dors pas, bordel. Si tu dors, tu meurs. » Je lui ai crié, les larmes au bord des yeux. Je connaissais les symptômes, choc traumatique. Il perdait du sang et la douleur dépassait ce qui était humainement supportable. S'il s'évanouissait maintenant, son cœur pouvait s'arrêter. J'ai mis le chauffage au maximum, mais le froid qui émanait de son corps ne semblait rien réchauffer. « Écoute-moi » lui ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. « Tu te souviens quand tu étais petit, cette fois où tu as grimpé au goyavier et que tu t'es cassé le bras? Tu as pleuré toute la journée, mais le lendemain, tu voulais déjà grimper à nouveau. Tu es le gamin le plus têtu de la ferme. Tiens bon, mon fils. » Mathieu a souri faiblement, un sourire tordu sur son visage battu. « Cette fois où tu m'as fessé parce que j'avais déchiré ma nouvelle chemise. Oui, cette fois, je ne vais pas te frapper. Je vais t'acheter 10 chemises neuves. Ouvre juste les yeux et regarde-moi. » J'ai regardé l'horloge du tableau de bord. 2 heures du matin. Nous avions déjà parcouru environ 30 kilomètres, loin de ce repère du diable. J'avais besoin d'un hôpital, mais ce ne pouvait pas être le grand hôpital du centre-ville où il y a des caméras partout et où sa belle famille pourrait nous trouver facilement. Je me suis vaguement souvenu qu'il y avait une petite clinique à la périphérie du village de Chêneroux, à environ 10 kilomètres plus loin. C'était le seul endroit auquel je pouvais penser. « Nous y sommes presque, mon fils. Tu vas voir le médecin. » Je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, l'angoisse me brûlait. Je ne savais pas si j'étais en train de mettre mon fils dans un autre piège. Dans cette région frontalière, la ligne entre les gentils et les méchants est mince comme du papier. Policiers, médecins, juges, n'importe qui peut être leur homme si le prix est le bon. Mais voyant Mathieu dépérir, je savais que je n'avais pas d'autre choix.
J'ai fait un écart. Le 4x4 est entré sur le chemin de terre qui mène à Chêne-Roux, soulevant un nuage de poussière rouge. La clinique de Chêne-Roux était un bâtiment d'un étage, vieux avec de la peinture jaune écaillée, perdu parmi les eucalyptus. La lumière au néon blanc et bleu des urgences était le seul accueil. J'ai garé brusquement devant la porte. Je n'ai même pas éteint le moteur. J'ai sauté, couru du côté passager, ouvert la porte et porté Mathieu. « Accroche-toi, mon fils. Juste un peu plus. » Je l'ai porté à l'intérieur. Une infirmière de garde qui somnolait derrière le comptoir s'est réveillée en sursaut quand elle nous a vus. Un vieil homme aux vêtements déchirés pleins de sang et un jeune homme battu avec une chaîne qui pendait. Elle a crié, terrifiée. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Urgence, mon fils a eu un accident. Aidez-le, s'il vous plaît, ai-je crié, allongeant Mathieu sur le brancard le plus proche. Un médecin de garde, d'âge moyen avec des lunettes à double foyer, a accouru. Il a regardé la blessure à la jambe de Mathieu, puis la chaîne, et son regard a changé de la préoccupation à la suspicion. « Ce n'est pas un accident de la route », a-t-il dit froidement, touchant la fracture. « Ce sont des coups avec un objet contondant et cette chaîne. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je suis son père. Je viens de le sauver de kidnappeurs. Pouvez-vous soigner sa jambe avant de m'interroger ? Je lui ai crié. J'étais à bout de patience. Le médecin m'a fixé un instant, puis il a fait un signe de tête à l'infirmière. À la salle de traitement. Morphine pour la douleur maintenant. Appelez la police. N'appelez pas la police locale. J'ai arrêté la main de l'infirmière. Appelez la police judiciaire. Le médecin m'a retiré la main. C'est le protocole, monsieur. Nous devons signaler toute blessure suspecte. Ils ont emmené Mathieu à l'intérieur. Ils m'ont laissé dans la salle d'attente. Je me suis laissé tomber sur une chaise en plastique froide, tenant ma tête avec le sang séché du cyclope, encore sous mes ongles. J'ai sorti mon portable pour appeler David, mais la batterie était morte après une longue nuit de lampes de poche et de GPS. « Maudit sois-tu » ai-je maudit en frappant le portable contre la chaise. Pas même 20 minutes ne se sont écoulées, que des sirènes se sont fait entendre dehors. Pas ambulance, mais voiture de patrouille. 2 voitures de patrouille de police municipale ont freiné à l'entrée. 4 policiers sont sortis, les mains sur leurs holsters. Celui de devant était un gros type avec une moustache touffue, les yeux plissés, tout scrutant. Je me suis levé. L'instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas. Ils sont arrivés très vite, trop vite pour la lenteur de la police par ici. Le commandant est entré. Il n'a pas demandé au médecin. Il est venu directement vers moi. « Êtes-vous Jean ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. « Oui, je veux signaler un crime. Mon fils a été... » « Taisez-vous. » Il m'a coupé rudement. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, trouble à l'ordre public et blessures intentionnelles. » « Quoi ?» J'étais abasourdi. « Êtes-vous fou ? Je suis la victime. Mon fils a été brisé par la famille de sa femme. Il l'avait enchaîné. » Le policier a souri d'un air moqueur, se rapprochant de moi. Il a chuchoté à mon oreille, juste pour que je l'entende. « La famille Santalone a déjà appelé pour nous prévenir. Le vieux, tu as frappé la mauvaise fourmilière. Le cyclope est mon ami de boisson. Mon sang s'est glacé. Il s'avère que le protocole du médecin m'avait mis directement dans la gueule du loup. Ou pire, toute cette ville était sur la liste de paix des narcos. Menottez-le, il a ordonné à ses subordonnés. 2 jeunes policiers ont sauté sur moi. Je ne suis pas un criminel, mais je ne suis pas un mouton à mener à l'abattoir. À ce moment-là, l'instinct de survie est sorti. J'ai attrapé la chaise en plastique, l'ai brisée sur le policier le plus proche, et j'ai couru vers la salle des urgences où se trouvait Mathieu. « Mathieu, barricade la porte !» ai-je crié. Je suis entré dans la salle des urgences. J'ai claqué la porte et j'ai glissé le verrou juste avant que le commandant ne mette sa main. « Ouvrez la porte, vieil homme fou !» Les coups ont grondé, suivis de jurons. Dans la pièce, Mathieu était sur le lit, à moitié drogué par la morphine, mais le bruit l'a réveillé. L'infirmière et le médecin ont reculé, effrayés, dans le coin. « Qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» a crié le médecin. « Taisez-vous et reculez, si vous voulez vivre. »
J'ai sorti le couteau, ne pointant pas vers eux, mais vers la porte. Je ne vais blesser personne, mais je ne vais pas laisser ces porcs prendre mon fils. J'ai poussé l'armoire à pharmacie lourde pour bloquer l'entrée. Les coups dehors indiquaient qu'ils essayaient d'enfoncer la porte. Le bois vibrait, des morceaux de plâtre tombaient. « Papa, Mathieu a essayé de se redresser. Que se passe-t-il? La police, ce sont les hommes du Cyclope, ai-je dit rapidement, transpirant à grosses gouttes. Ils viennent nous prendre pour que la famille de ta femme puisse nous achever. J'ai regardé la pièce. Pas de sortie, fenêtre avec des barreaux. Nous étions piégés dans une souricière. J'avais besoin de renfort, mais mon portable était mort. Je me suis tourné vers l'infirmière tremblante. Mademoiselle, prêtez-moi votre portable, s'il vous plaît. Je vous jure, sur mon honneur de père, je ne suis pas un criminel. Ils veulent tuer mon fils. Peut-être que le désespoir et la vérité dans mes yeux l'ont touchée, ou peut-être qu'elle a eu peur du couteau. Tremblante, elle a sorti le portable de sa blouse et me l'a donné. Je l'ai saisi. Mes doigts tremblants ont composé le numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'aurais jamais pensé utiliser comme ça. Le numéro de David. David était mon élève à l'école d'autodéfense il y a des années. Un orphelin rebelle que j'avais remis dans le droit chemin. Maintenant, il est commandant de la force spéciale antidrogue de la police judiciaire dans la capitale. Ça a sonné. 1, 2. Bam! La porte a commencé à se fissurer. Le policier dehors l'a frappé avec la crosse de l'arme. « Allô ?» Une voix profonde avec autorité a répondu. « David, c'est moi. Maître Jean !» ai-je crié au téléphone. « Maître, qu'est-ce qui ne va pas ?» Vous avez l'air. David, écoute bien. Je suis à la clinique de Chêne-Roux. La police locale m'a encerclé. Mon fils Mathieu, sa belle famille qui sont des narcos, lui ont cassé la jambe. La police ici est achetée. Si tu ne viens pas, on se verra dans l'autre monde. Mon fils. Silence une seconde. Et puis la voix de David est devenue dure, professionnelle. Barricade-toi là-bas, maître. N'ouvre pas. Ne livre personne. Je vais envoyer l'équipe de réaction rapide la plus proche. 30 minutes. Donne-moi 30 minutes. Je ne sais pas si cette porte tiendra aussi longtemps, mon fils. Utilise tout ce que tu as. Ne meurs pas, maître. J'arrive. Il a raccroché. J'ai jeté le téléphone à l'infirmière. 30 minutes. Pour quelqu'un qui attend la mort, 30 minutes, c'est comme 30 ans. Les coups se sont arrêtés un instant. Sûrement qu'il cherchait de quelque chose de plus fort pour abattre la porte ou planifiait comment entrer. Je suis retourné au lit. Mathieu était un peu plus réveillé par la médecine. Il m'a regardé, non plus avec la peur de la grange, mais maintenant avec détermination. Papa, il m'a fait signe. Ils ne vont pas nous laisser tranquilles. S'ils entrent, notre parole ne vaut rien contre leur pouvoir. Je sais que David est en route, mais nous avons besoin de preuves pour mettre ces misérables en prison. Mathieu. Mathieu a pointé son pied gauche, celui qui était sain et qui avait encore la basket sale. Enlève ma chaussure. La gauche. J'ai froncé les sourcils, mais j'ai obéi. J'ai défait les lacets, j'ai sorti la basket pleine de boue. Soulève la semelle intérieure, m'a-t-il dit. J'ai mis mes doigts à l'intérieur, j'ai soulevé la semelle intérieure, et là, dans un petit creux, creusé dans le talon, se trouvait quelque chose de noir et minuscule. Une carte mémoire SD. Je l'ai saisie, la regardant sous la lumière au néon, un morceau de plastique qui pouvait signifier la vie ou la mort. Qu'est-ce que c'est, mon fils? La caméra corporelle, a dit Mathieu en haletant. Ce jour-là, quand je les ai découverts dans l'entrepôt, j'ai réussi à retirer la carte de la caméra que j'avais sur mon gilet. Je l'ai cachée dans ma chaussure, juste avant que mon beau-père ne m'assomme. J'ai regardé mon fils avec respect, au bord de la mort, et il gardait son sang-froid. Qu'y a-t-il là-dessus? Tout, papa! Le Cyclope et son père emballant de la drogue, parlant de blanchir l'argent avec ma compagnie, et quand Franck m'attaque avec la clé à molette, Mathieu m'a serré la main. Ceci est notre arme. Sans ça, nous sommes des victimes. Avec ça, nous sommes les chasseurs. J'ai serré la carte dans ma main. La voilà. Cela nous sauverait et enverrait ces démons en enfer. Docteur, je me suis tourné vers le médecin recroquevillé. Avez-vous un ordinateur, un portable, une tablette? N'importe quoi pour lire ça? Le médecin a secoué la tête. Non, ici,
il n'y a que des moniteurs cardiaques. Dehors, le mégaphone a retenti, brisant la tension. « Jean, c'est la police qui vous parle. Vous avez 3 minutes pour ouvrir et vous rendre. Sinon, nous entrons avec du gaz et du plomb. Vous résistez à l'autorité. » Ils étaient à bout de patience. Ils savaient que si cela traînait, leur coup montrait s'écrouler. Ils voulaient régler ça vite, nous tuer ou nous enfermer avant l'aube. J'ai regardé la carte, puis la porte qui vibrait. Des 30 minutes de David, seulement 10 s'étaient écoulées. J'avais besoin d'une autre arme, une arme qu'il craignait plus que les balles. « Mademoiselle, » j'ai regardé la jeune infirmière. « Votre portable a-t-il les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ?» Elle a hoché la tête rapidement. « Oui, le 4G est lent, mais ça marche. Ouvrez, enregistrez-moi, diffusion en direct tout de suite. » Elle a hésité. Elle a regardé la porte, puis moi. Peut-être que son éthique ou la pitié de nous voir comme ça l'a emportée sur la peur. Elle a allumé la caméra et l'a pointée vers moi. « C'est en direct maintenant », a-t-elle dit en tremblant. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté mes cheveux blancs. J'ai essuyé le sang de mon visage. Je ne voulais pas ressembler à un fou. Je voulais ressembler à un père. J'ai regardé droit dans l'objectif, les yeux qui lançaient des éclairs. « Bonjour à tous, je m'appelle Jean. Je suis un père et derrière moi se trouve mon fils Mathieu. Je me suis écarté pour que la caméra puisse voir Mathieu sur le lit avec sa jambe détruite et violette et la marque de la chaîne sur sa cheville. Cette image était plus cruelle et plus réelle que n'importe quel discours. « Regardez ça !» ai-je crié d'une voix brisée. « Regardez ce que sa belle famille lui a fait. Ils lui ont cassé la jambe. Ils l'ont enchaîné comme un chien dans une grange la veille de Noël, juste parce qu'il a découvert qu'il trafique de la drogue. » J'ai levé la carte SD devant la caméra. Et voici la preuve. Voici les crimes des sans-talons et du cyclope. Mais vous savez ce que fait la police là dehors? Le commandant de Chêne-Roux menace de nous tuer au lieu d'arrêter les narcos. Dehors, les coups sont devenus violents. Abattez la porte vite. Qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Bruit de verre brisé. Une grenade lacrymogène est entrée par la petite fenêtre, roulant sur le sol, libérant une fumée blanche et piquante. Tout. J'ai toussé. Mes yeux brûlaient, mais je n'ai pas lâché le téléphone. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Si nous mourons aujourd'hui. C'est la police de Chêne-Roux et le cartel sans talons. Ne laissez pas cela impuni. Je suis Jean. Je veux juste sauver mon fils. La fumée a rempli la pièce. Mathieu toussait fort, se couvrant la bouche. « Coupe! Publie maintenant !» ai-je crié à l'infirmière. Elle a appuyé sur « Finir et publier » dès qu'elle a touché l'écran. Bam! La porte des urgences est tombée. L'armoire a volé au loin. 4 policiers, avec des masques à gaz, des matraques et des tasers, sont entrés à travers la fumée. Je me suis tenu devant Mathieu avec la barre rouillée à la main. N'osez pas toucher à mon fils, ai-je rugi comme un vieux lion acculé. Un coup de matraque m'a frappé à l'épaule et je suis tombé. Une décharge électrique m'a fait convulser. Mais alors que je tombais sur le sol froid, avec ma vision brouillée par le gaz, j'ai vu l'écran du portable de l'infirmière s'allumer. Un petit panneau disait « Publication réussie ». Et j'ai souri. Le monde savait déjà. Il ne pouvait plus gagner cette guerre dans le noir. J'étais allongé sur le sol glacial, voyant flou à cause du gaz et de la douleur du taser. Le commandant de Chêne-Roux se tenait au-dessus de moi, son énorme ombre tombant comme une pierre tombale. Il a levé la matraque, son visage rouge derrière le masque, prêt à donner le coup final à ce vieux père. « Je te l'ai dit, le vieux, ici, c'est moi la loi », a-t-il grogné. J'ai fermé les yeux, essayant d'atteindre le lit de Mathieu. Pardonne-moi, mon fils, j'ai fait ce que j'ai pu. Boum! Une forte explosion, mais pas d'une balle ou d'une matraque. C'était la porte principale de la clinique, volant en éclats. Puis des pas militaires, du métal qui s'entrechoque et des voix dures qui tonnent comme la foudre, faisant taire le chaos de la pièce. Police judiciaire, déposez vos armes au sol maintenant. Le commandant a figé la matraque en l'air. Il s'est retourné et à travers la fumée blanche, j'ai vu la scène la plus glorieuse de ma vie. Un commando armé jusqu'aux dents, uniforme noir avec des lettres dorées. La police judiciaire.
est entré comme un déluge. Fusils automatiques pointés sur les flics corrompus, lasers rouges dansant sur leur poitrine. Devant se tenait un homme grand, calme, pistolet à la main, mais avec un calme étrange. Il a marché à travers le gaz sans broncher, le regard fixé sur le commandant. « David, mon élève !» j'ai dit d'un coup. La voix de David, froide, a coupé le silence. « Déposez vos armes ou je vous traite comme des complices du narco et j'ouvre le feu. » Le commandant a tremblé. Il a regardé son petit pistolet, puis l'arsenal des fédéraux. Clac! La matraque est tombée au sol. Il a levé les mains. Ses genoux ont flanché et il est tombé. « Ne tirez pas. J'ai juste fait mon devoir. » A-t-il bégayé. « Ton devoir est de protéger les gens. Pas de veiller sur des assassins, » a dit David, et il a fait signe à ses hommes. « Menottez-les tous. Prenez leurs insignes et leurs armes. Appelez la police scientifique maintenant. » Les locaux ont été jetés au sol, les bras derrière. Le bruit des menottes, clic-clic, a sonné comme de la musique à mes oreilles. David a couru pour me relever. Il a enlevé son masque, inquiet. « Maître, ça va ? Je suis arrivé en retard. J'ai toussé, aspirant de l'air pur, pleurant à cause du gaz. J'ai serré le bras fort de David, souriant de travers. « Non, mon fils, juste à temps, juste à temps. » J'ai pointé le lit. « Mathieu, sauve Mathieu. » Un médecin militaire était déjà avec Mathieu, vérifiant les signes vitaux et lui donnant des médicaments. « Il est stable. » Maître, a rapporté le médecin. J'ai soupiré, soulagé. Mon corps s'est transformé en chiffon. Je me suis appuyé contre le mur, les regardant emmener les flics sales. Cette nuit, la justice n'est pas juste un joli mot. Cette nuit, la justice ressemble à des fusils noirs, pointés sur les méchants. Ma vidéo en direct de quelques minutes est devenue l'étincelle qui a incendié tout l'empire criminel. En quelques heures, elle avait des millions de vues. Tout le pays était choqué. L'image du vieux père avec un couteau défendant son fils enchaîné à l'hôpital a touché le cœur de millions de personnes qui avaient soif de justice. Le hashtag « Chi Justice pour Mathieu et Jean ». Le père courageux a inondé les réseaux. Sous la pression brutale du peuple et les ordres directs de la capitale, l'opération au manoir Santalone a eu lieu à l'aube. Je n'étais pas là, mais David m'a montré la vidéo de la caméra du casque des agents. Le portail que j'ai abattu la nuit dernière était toujours là. Les fédéraux sont entrés. Ils ont trouvé Franck et sa femme en train de brûler des papiers dans la cheminée. Ils ont trouvé le cyclope gémissant sur le canapé avec sa jambe mal bandée et un fusil sur le côté qu'il prévoyait d'utiliser. Mais le plus fort était dans le garage. Quand ils ont brisé le faux plancher de béton, ils ont trouvé un bunker secret. À l'intérieur se trouvaient plus de 50 briques d'héroïne, des kilos de cristal et un arsenal. La maison luxueuse, les fêtes, tout construit sur le sang et le poison. Et Laure, je l'ai vue dans la vidéo. Elle n'a pas couru ni résisté. Elle était assise tranquillement dans la cuisine, pleurant. Quand ils l'ont emmenée, menottée, elle a regardé la caméra, les yeux gonflés, vides. « Papa, pardonne-moi. » Ses lèvres ont bougé, même si elle savait que je n'étais pas là. En voyant cela, je n'ai pas ressenti de plaisir. J'ai ressenti de la tristesse, une profonde tristesse pour la façon dont l'argent sale détruit les gens. C'était une bonne fille, jusqu'à ce que l'avidité et la lâcheté n'avalent sa conscience. Ils nous ont emmenés, Mathieu et moi, à l'hôpital militaire de la capitale pour notre sécurité. Nous avons vécu sous protection pendant une semaine. Ils ont opéré la jambe de Mathieu, y ont mis des broches. Les médecins ont dit qu'il marcherait à nouveau mais boiterait toute sa vie. Pas de problème, a souri Mathieu en frappant le plâtre. Mieux vaut marcher de travers que de marcher à genoux devant ces salauds. J'ai regardé mon fils. La fierté ne rentrait pas dans ma poitrine. Le fils faible du cabanon était mort. Devant moi se trouvait un homme véritable qui a traversé l'enfer et est revenu avec une cicatrice d'honneur. 3 mois plus tard, le procès contre les Santalone. C'était le procès du siècle. La salle pleine de presse et de militants. Les Santalone ont engagé les avocats les plus chers du pays. Beaux costumes, eau de Cologne chère, essayant de faire du procès un cirque. « Votre honneur » a dit l'avocat principal, glissant comme une anguille.
Mes clients sont victimes d'un coup monté. Mathieu est un toxicomane. Il s'est automutilé pour faire chanter. La drogue a été plantée. Il n'y a aucune preuve directe reliant mes clients. Il parlait magnifiquement, logiquement. J'ai vu Mathieu serrer le fauteuil roulant, rouge de colère. Doucement, mon fils. J'ai mis ma main sur son épaule. La vérité est comme une aiguille, et aujourd'hui, cette aiguille va leur piquer la gorge. C'était au tour de l'accusation. David a pris la barre. Il a posé la carte SD scellée sur la table. Celle qui était dans la chaussure, votre honneur. Ceci est la preuve irréfutable, a dit David. Le grand écran s'est allumé. Tout le monde a retenu son souffle. L'image claire de la caméra corporelle est apparue, angle de la poitrine de Mathieu. On pouvait clairement voir Franck et le cyclope couper les pneus, y mettre les paquets blancs. L'audio s'est fait entendre parfaitement. « Si ça se passe bien, on change de voiture, père, entendait-on le cyclope. Fais-le bien. Si Mathieu découvre, il y aura des problèmes, a répondu Franck. Puis Mathieu entre, le cri et le coup traître par derrière. La caméra tourne et devient noire, mais l'audio continue d'enregistrer les coups et les gémissements de Mathieu. Quand ça s'est terminé, silence total. Personne n'a bougé. La cruauté exposée devant la lumière de la justice a fait baisser la tête même aux avocats renards. Franck s'est enfoncé dans la chaise, pâle. Le cyclope a baissé la tête, tremblant. Le juge a frappé le marteau, sonnant comme un glas pour l'empire du mal. Que le témoin Jean passe. Je me suis levé, ajustant ma chemise vieille mais repassée. Je suis monté, regardant ceux qui ont torturé mon fils. Je ne connais pas grand-chose aux lois, ai-je dit, ma voix résonnant. Je ne suis qu'un père. J'ai appris à mon fils à coudre, à élever du bétail, à être droit. Je ne lui ai pas appris à faire face aux démons, mais je lui ai appris quelque chose. Si tu tombes, tu te relèves, et si tu ne peux pas, je te porte. J'ai pointé Mathieu dans la chaise. Ils lui ont cassé la jambe, mais ils n'ont pas brisé son âme. Et ils ne briseront jamais l'amour d'un père. Vous avez de l'argent, du pouvoir, des armes, mais nous avons la vérité, et la vérité ne meurt jamais. Toute la salle s'est levée pour applaudir. Ça a tonné comme un orage, noyant les plaintes de la défense. La sentence est tombée ce jour-là. Franck Santalon, 25 ans. Le cyclope, 30 ans. La femme, 15 ans pour complicité. Bien confisquée. La justice a été rendue. Après le procès, avant d'aller à la prison pour femme, Laure a demandé à voir Mathieu. La police a donné 5 minutes dans la salle d'attente, surveillée. Je suis resté à la porte. Mathieu dans sa chaise, calme. Laure en face, menottée, pleurant du mascara qui coulait. Mathieu, pardonne-moi, a-t-elle sangloté. J'avais peur, peur qu'il me tue, peur qu'il te tue. Mathieu a regardé la femme avec qui il a partagé le lit, celle qu'il a juré d'aimer. « Je sais que tu avais peur », a dit Mathieu doucement. « Je ne te blâme pas d'avoir peur. Tout le monde craint de mourir. Alors, tu me pardonnes? Quand je sors, nous pourrons. » Laure a regardé avec un espoir insensé. Mathieu a secoué la tête lentement. « Laure, je te pardonne. Je ne garde pas de rancune parce que la rancune, c'est boire du poison en s'attendant à ce que l'autre meure. J'ai laissé tomber pour vivre en paix. » Il a marqué une pause, la voix ferme. « Mais pardonner n'est pas revenir. Tu es restée à regarder pendant qu'ils me cassèrent la jambe. Tu es restée silencieuse quand ton père m'a frappé avec la batte. Ce silence a fait plus mal que les coups. J'ai besoin d'une femme qui se tienne à mes côtés dans la tempête, pas d'une qui se cache derrière l'ennemi. » Mathieu a tourné la chaise sans regarder en arrière. « Au revoir, Laure. J'espère que tu trouveras la paix, mais pas avec moi. » Laure s'est effondrée, pleurant sur la table, pleurant de remords qui arrivent tard. J'ai poussé la chaise de mon fils hors du palais de justice. Le soleil de l'après-midi nous a baignés d'or. Le vent du printemps soufflait déjà, apportant une nouvelle vie. « Tu as bien fait, mon fils ?» Je l'ai tapoté. « Ça fait mal, papa. » Mathieu a touché sa poitrine. « Ça fait plus mal que la jambe. » Je sais, mais cette blessure aussi guérit. Et quand elle guérira, tu seras plus fort que jamais. 3 mois plus tard. L'hiver est passé, mais dans les montagnes, il fait froid la nuit. Dans ma vieille ferme, un grand feu de joie brûlait dans le patio. Des étincelles rouges volaient vers le ciel comme des lucioles.
L'odeur de la côte de bœuf rôti, avec son assaisonnement épicé, et le bois de chêne remplissait l'air. Mathieu était près du feu, avec une béquille dans une main, tournant les côtes sur le grill avec l'autre. Il avait tenu sa promesse. Un barbecue festif, tardif, mais le plus savoureux du monde. « C'est prêt, le vieux. Sors l'alcool. » A-t-il crié, le visage rouge par le feu et la joie. Le sourire était revenu. J'ai sorti le vieux whisky. J'ai versé 2 shots. David est aussi venu. Il a conduit depuis la ville pour être avec nous. 3 hommes assis près du feu sous les étoiles. Nous avons trinqué. « Au retour, » a dit David. « À la justice, » a continué Mathieu. « Parce que nous sommes vivants, » ai-je dit avec une boule dans la gorge. Cul sec. Le whisky est descendu, brûlant agréablement, réchauffant l'âme. J'ai vu Mathieu manger de la viande avec plaisir. J'ai vu son plâtre et j'ai regardé le ciel. Je me suis souvenu de cette nuit de terreur, du désespoir de voir mon fils enchaîné, de la solitude contre le système pourri. Si je n'avais pas fait confiance à mon intuition viscérale, si j'avais reculé par peur, si j'avais choisi la sécurité d'un vieil homme au lieu du danger. Maintenant, je serais seul devant la photo de mon fils, mangeant la culpabilité jusqu'à ma mort. Je me suis tourné, regardant la caméra, comme si je parlais à des millions de pères là-bas. Amis, la vie est pleine de pièges et de loups déguisés en moutons. Ils peuvent vous prendre votre argent, votre maison, même votre nom. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent jamais vous prendre, et c'est le sang qui coule dans votre famille. N'ignorez jamais la voix du cœur. Quand l'intuition viscérale vous dit que vos enfants sont en danger, envoyez la peur au diable, enfoncez les portes. Battez-vous comme des bêtes pour les protéger, parce que la plus grande richesse d'un homme n'est pas ce qu'il a en banque, mais les gens assis autour du feu de camp ce soir. Je suis Jean, je suis un père, et je suis fier de l'être. J'ai baissé le verre, j'ai attrapé le morceau de côte de bœuf que Mathieu m'a donné. C'est délicieux, mon fils, meilleur qu'un restaurant 5 étoiles. Joyeux Noël, papa, Harry Mathieu, les yeux brillants. Joyeux Noël, mon fils. Le feu crépitait, illuminant les visages heureux du père et du fils. Ce soir, le vent est toujours froid, mais nos cœurs n'ont jamais été aussi chauds. Si cette histoire vous a captivé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour entendre la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche de l'écran. Merci de nous avoir suivis.